Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. À la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barrault et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan Be Our Change, l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la Conférence des grandes écoles, propose des programmes Bachelor, programmes Master Grande École, Master of Science, MBA, DBA et toute une offre d'Executive Education. Ces deux campus, parisiens et orléanais, sont résolument tournés vers l'international, avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés présents dans plus de 80 pays. Si comme moi vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. Nous voilà pour notre premier enregistrement à la rencontre d'Evelyne Platnik-Cohen. Tout s'est organisé en quelques minutes. Elle m'a tout de suite donné son accord et une date dans son agenda pourtant chargé. On évoque dans notre conversation sa passion pour l'entrepreneuriat, pour la vente complexe. On revient sur les 10 années passées au développement de la Booster Academy. Elle nous raconte également son âme créatrice qui l'amène aujourd'hui à son nouveau défi, The Artist Academy. Lever des fonds, se lancer dans la production du visuel, convaincre des artistes majeurs d'embarquer avec elle dans cette aventure, voilà autant d'histoires qu'Evelyne partage avec nous. On sort de cet entretien avec une dose massive d'énergie et l'envie de bouffer le monde. Parce que les opportunités sont là, il faut juste savoir les attraper. Finalement, un premier épisode parfait pour souffler sur les braises de la création de la colle. Il était une fois l'histoire unique d'Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, c'est de l'énergie à l'état pur qui vient nous rejoindre sur La Colle. Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour Evelyne. Bonjour. C'est un vrai plaisir, un honneur de te recevoir. Créatrice, fondateur de la Booster Academy. Alors la Booster Academy aujourd'hui, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais c'est quasiment 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, 20 centres en France, un développement à l'international, plus de 10 ans d'existence sur la Booster Academy, on y reviendra, et puis aussi l'aventure The Artist Academy. Moi, j'ai une première question pour toi, Evelyne, qui est comment tu fais pour faire tout ça et pour avoir et transmettre toute cette énergie? Alors franchement, Pierre, je pense que je peux remercier mes parents parce que je pense que ça, c'est vraiment physiologique. C'est-à-dire que c'est vrai que physiologiquement, je dois avoir une certaine énergie. Et c'est une vraie chance, voilà, qui me permet à la fois de monter des entreprises, écrire des bouquins, m'occuper de ma famille, enfin voilà. Donc c'est une chance avant tout, je dirais, de constitution physique. Mais enfin, très honnêtement, ouais, quand on te rencontre, tu transmets ça aussi. Au-delà de l'avoir toi, tu arrives à transmettre ça. À chaque fois que j'ai pu que nos chemins ont pu se croiser, voilà, tu donnes. Finalement, Booster Academy, c'est aussi ça, c'est-à-dire que à chaque fois tu donnes un coup de boost aux gens que tu rencontres.
Mais en fait, je pense que c'est ma destinée. C'est-à-dire que j'ai eu un coach il y a pas longtemps qui m'a dit, toi, ton truc, c'est l'empowerment. Et il y a pas de mot pour dire ça en français, mais c'est vraiment le fait d'avoir envie d'actionner le changement chez l'autre. Et à travers les deux entreprises, d'ailleurs, elles ont toutes les deux cette mission-là de façon différente. Et c'est ce qu'on m'a dit très très souvent, ce que tu dis, Pierre, c'est ce qu'on me dit. Les gens, je vais discuter 10 minutes, un quart d'heure avec quelqu'un, et quelqu'un me dit, ah, c'est extraordinaire, je me sens mieux, etc. Bon, bah voilà, bah tant mieux. J'ai envie de dire, c'est quand Et ouais, même c'est très génial. chouette. C'est très très chouette d'avoir, d'être identifié comme ça et d'avoir cette espèce de super pouvoir. Alors, justement, tu es une entrepreneuse. On dit entrepreneuse ou entrepreneur? On s'en fout. Je pense que ça y est, Entrepreneur. maintenant on est au féminin. Ouais, ouais. Ouais, une entrepreneuse alors. Et est-ce que Booster Academy, c'est ta première aventure entrepreneur? Oui, en fait, alors ça s'est pas tout de suite appelé Booster Academy, mais c'était de la formation en efficacité commerciale. Oui, c'est ma première aventure et en fait, ça vient du fait que je suis une passionnée de la vente, que je trouve que c'est un des plus beaux métiers, au monde, que c'est, un métier où on peut vraiment se développer, voir le monde aussi. J'ai toujours été, assez scotchée par les gens qui choisissaient des jobs où ils restaient, derrière un ordinateur dans leur bureau et qui ne voyaient pas ce qui se passait dans la rue, qui regardaient pas, enfin qui allaient pas d'un immeuble à l'autre, rencontrer des gens. Bon, ça, la vente permet vraiment ça, cette ouverture. Et donc, je trouve que c'est un super beau métier. J'ai voulu le valoriser, ouais, dans ma première partie de vie professionnelle. J'ai vraiment voulu valoriser ce métier-là et créer la Booster Academy pour accompagner en fait tout le monde, que ce soit d'ailleurs un commercial ou un entrepreneur, à savoir mieux vendre. Oui, c'est le cœur de la machine. C'est de la formation à la vente. Tout à Avec un truc intéressant, c'est que tu as formalisé des niveaux d'expertise en vente. Alors après, il y a le business model de Booster Academy parce qu'à un moment donné, je me suis dit que la formation en efficacité commerciale assez classique, c'était pas mal, mais que j'arrivais pas à transformer toutes les personnes dans la salle. C'est-à-dire que, alors il y en a que j'ai formé, alors maintenant je forme plus, mais il y en a que j'ai formé tout au début de mon expérience, avec qui je suis encore amie. Et d'ailleurs, ma franchise au Maroc, c'est une personne que j'ai formée à mes débuts et à ses débuts. Donc j'ai gardé très grand Ah lien. ouais. Mais je dirais que sur 10 personnes que j'avais en salle, si j'arrivais vraiment fondamentalement à en transformer radicalement deux, c'était le maximum. Et à un moment donné, j'ai voulu partir d'une page blanche en me disant comment je peux être sûre de transformer 100% des gens qui viennent en formation chez moi. Et donc Mhm. on est passé avec Sophie, mon associée, par tout un travail de réflexion, puis aussi avec des clients. Et c'est là où on a créé en fait ce dispositif où on dit, on mesure le niveau des gens sur une grille de 1 à 12. Donc déjà, il y a une évaluation qui est faite en amont pour savoir de quoi ils ont besoin. Et puis ensuite, ils vont pouvoir progresser niveau par niveau avec des indicateurs clés de performance et donc grimper en fait des niveaux. Et si jamais le niveau n'est pas mérité, ils recommencent ce même niveau, ce qui arrive rarement, mais parfois. Et donc on a une formation comme ça qui va pas être une formation de 2 jours de façon classique, mais une formation de demi-journée qui sont réparties sur 5 à 6 mois. Et là, en effet, maintenant, avec 20 centres et donc plusieurs milliers de personnes formées, je peux dire que 100% des gens qui sont passés chez Booster Academy ont vu leur processus de vente s'améliorer de façon considérable. Donc ça a vraiment été une vraie réflexion qui a duré à peu près, on a monté ça, on a mis 2-3 ans à monter en fait ce dispositif avec Sophie. Sophie, donc, c'est ton associé sur cette aventure. Exactement, qui est mon associé sur cette aventure et sur The Artist Academy aussi. D'accord. Et alors, comment, tiens, premier apprentissage, comment on trouve un associé? Comment on perdure avec un associé? Parce que là, ça fait plus de 10 ans. Donc, c'est qu'a priori, il doit y avoir Alors des 15 ans, il fondamentaux. paraît même, 15 ans. 15 ans. Mais, waouh. Alors moi, c'est une grande rencontre. Ça a été, en fait, je l'ai rencontré lorsque j'ai fait une de mes premières conférences. J'avais sorti mon livre qui s'appelait Vendre au grand compte et au compte stratégique, et je devais avoir une 30, 32 ans, donc il y a une vingtaine d'années à peu près. Et elle était chez Action Co. Et donc, elle me reçoit. Je devais faire une conférence. Je lui ai envoyé mon PowerPoint. Et alors, elle a 10 ans moins que moi. Donc, pour vous dire, elle est quand même assez Oh, jeune à une ce moment-là. jeunette. C'est une gamine.
Et là, elle me fait des commentaires sur mon PowerPoint. Je la regarde, je dis mais cette fille est juste brillantissime. C'est-à-dire qu'elle est D'accord. jeune, mais c'est tout ce qu'elle dit est complètement pertinent, intelligent. Et donc je la regarde. Au bout de 10 minutes, je lui dis mais vous, dès que j'ai les moyens, je vous embauche. Donc voilà, ça a été mon mot et j'ai dû mettre peut-être 3-4 ans avant de l'embaucher. Je crois qu'elle a fait son premier enfant et juste après, j'ai dû l'embaucher. Mais ça a été vraiment une vraie rencontre, c'est-à-dire que j'ai compris que je pouvais vraiment travailler avec elle et qu'on serait d'une très très grande complémentarité. Et ça a été déjà c'est une marque de fabrique, c'est-à-dire que tu aurais pu dire mais qui tu es pour critiquer mon PowerPoint. Ah bah, ça pourrait m'arriver de le penser de certaines personnes, Pierre. Ne t'inquiète pas. Quand les critiques, quand je vois pas d'apport substantiel dans certaines remarques, certaines réflexions, ce qui peut arriver parfois même de fond quand on lève des fonds qu'on rencontre, etc. Il peut m'arriver quand même Ouais. d'être très critique sur la critique. Mais quand Mm. à l'inverse, et à l'inverse, moi je rends hommage ici à Bruno Van Riep qui nous a accompagnés sur The Artist Academy, qui est un investisseur extraordinaire et qui est décédé euh, il y a plus d'un an d'un accident et qui chaque phrase qu'il pouvait prononcer était juste une bénédiction, une meilleure compréhension du business. Donc en fait, oui, il y a des gens comme ça qui ont cette capacité de réflexion, d'intelligence qui doit être assez complémentaire avec la mienne. C'est pour ça que je suis toujours assez scotchée quand je vois des gens qui véritablement peuvent nous faire grandir. Voilà, Ouais, il y en a plein, hein, il y en a potentiellement plein. il y a des mines d'or, c'est vrai, où Ouais, chaque ouais. parole a un poids qui peut changer tout, ouais, en effet. Euh, et alors justement sur les apprentissages que tu retiendrais de ces premières années de la Booster Academy. C'est difficile, tu sais, pour un chef d'entreprise, c'est hyper difficile de parler d'apprentissage parce qu'on n'est jamais dans une analyse du passé. On est Ouais, toujours, mais les pieds on se ancrés dans le projette. présent. Donc te dire ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé, c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'on est passé d'un modèle traditionnel à un modèle pas traditionnel où je suis passée à la franchise avec des centres d'entraînement intensif à la vente, Ouais. avec une Mhm. modélisation du business model très très différente. Il m'est arrivé aussi de rencontrer des gens. Alors j'ai jamais rien levé, rien demandé à personne parce que c'est des modèles qui ne demandent pas spécialement de cash. Tout Mais il était m'est en arrivé quand même de autofinancement. oui, oui, mais il m'est arrivé D'accord. de rencontrer des gens quand même qui me disaient: «Mais vous êtes folle de créer ce type de business, on n'apprend pas aux gens à savoir vendre». Donc je leur riais gentiment au nez. Mais enfin tout au début quand même c'était assez j'entendais ça assez souvent. Bon maintenant ce serait, un peu ringard de le dire. Donc Ouais. voilà, après je suis passée par différentes étapes, mais j'aurais du mal à te parler d'apprentissage ou j'ai pas fait du tout d'international. L'international commence que maintenant. Bon, même si 20% de mon chiffre d'affaires se fait à l'international, mais à partir de clients français. Donc, D'accord. ce que j'ai compris, c'est que l'international, il fallait quand même avoir déjà un poids suffisant pour y aller. Et encore là, j'y vais en franchise. Euh, Ouais, ce que je le peux modèle, il apprendre, est vraiment là. C'est ouais. vraiment du développement en franchise. Alors pas que, pas que, hein, puisque mais pas que du tout, même puisque la franchise dans mon chiffre d'affaires c'est 10 ou 12% de la totalité du chiffre d'affaires, hein, la partie franchise. Mhm. Donc il y a quand même du business qu'on va chercher directement. Mais en tout cas oui, le cœur du modèle c'est de se dire on a 20 centres en France aujourd'hui et donc on est en train de développer à l'international. On aura sûrement une trentaine fin 2021. Et l'idée, c'est d'être vraiment partout en France. Il y avait une étude Xerfi qui montrait que bon, dans nos métiers, déjà, ces métiers de la formation sont des métiers qui sont en train de se consolider très fortement et que Ouais. la présence nationale était importante. Et donc aujourd'hui, on fait sûrement partie des cabinets ayant une présence nationale et plus importante, quel que soit d'ailleurs le secteur de formation qui existe. Je dois avoir plus de bureaux répartis en France que les plus gros acteurs aujourd'hui. Et je pense que c'est important dans la formation d'être dans le tissu local. C'est vraiment important. Et ce tissu local-là, et nos franchisés
même d'ailleurs des très grands comptes nationaux qui sont basés dans leur ville et qui seraient pas Oui. allés voir un Parisien directement pour former leurs collaborateurs. Donc en Ouais, il y a une plus, vraie logique de territoire. Ouais. ouais, ouais, tout à fait. Que moi j'avais appris il y a très longtemps quand j'étais dans le groupe Vivendi, je travaillais dans l'hôtellerie, et j'avais des hôtels un peu répartis dans toute la France. Donc assez jeune, j'avais compris que c'était très très important, que les territoires en France étaient très importants et qu'il fallait s'ancrer dans le territoire, qu'on faisait pas le business des territoires à partir de Paris. Alors, on partage alors je sais pas si c'est un amour de la vente, mais en tout cas cette conviction que les métiers de la vente sont des métiers dans lesquels on peut vraiment s'épanouir. Euh, Maintenant, il y a une image d'Épinal autour de la notion de commercial, etc. Comment est-ce qu'on peut combattre ça? Bah, moi, j'ai plus tellement envie de le combattre aujourd'hui. Genre, je l'ai combattu pendant des années puisque j'ai tout fait pour arriver sur les ondes de type BFM Business. J'ai Ah oui, il beaucoup faut qu'on en travaillé parle de avec, ça. voilà, beaucoup avec management, beaucoup dans la presse. J'ai écrit pas mal de livres. Donc, je crois que, voilà, j'ai fait mon job là-dessus. Maintenant, quand on parle de vente et de commerce, je parle pas que des commerciaux. Moi, les gens qui viennent se former chez moi sont des avocats, des experts comptables, des imprimeurs, enfin des gens qui à un moment donné doivent apprendre à mieux vendre pour mieux développer leur chiffre d'affaires. Alors là, on est dans une période, hein, puisque là, on est quand même, si on Ouais. date On l'épisode, est pré deuxième confinement, on va dire ça comme ouais, ça. c'est ça, on est, voilà. Et donc on n'a jamais eu autant de demandes qu'en ce moment. Alors plutôt des demandes dans le B2B, mais ça veut dire qu'on prépare quand même les gens aujourd'hui à être meilleurs. On peut pas se permettre, en fait, je crois qu'aujourd'hui on ne peut pas se permettre d'être médiocre ou mauvais ou moyen. Voilà, il faut vraiment avoir toutes les armes en poche. Moi, je vois personnellement, hein, je me bats pour avoir du business. Alors, on parlera d'artistes académiques quand il faut que j'aille chercher des grandes stars, mais à chaque Ouais. fois, je me dis, mais quelle chance j'ai de savoir vendre. C'est une puissance exceptionnelle qui me permet, en fait, pratiquement de pouvoir avoir tout ce que j'ai envie. Juste, alors, ça veut pas dire que je réussis à 100% des cas, hein, ça veut pas dire ça. Mais ça veut dire que je sais pourquoi je réussis pas et je sais pourquoi je réussis. Et en fin de compte, pour moi, savoir vendre, c'est ça. C'est pas, je ne promettrai jamais à personne de faire 100% de taux de closing, mais ce Ouais. que je promets aux gens, c'est vous saurez pourquoi vous avez perdu et vous saurez pourquoi vous avez gagné. Et ça va vous permettre de progresser. C'est joli, c'est finalement la vente, c'est un outil pour réaliser ses rêves. Complètement, C'est complètement. pas C'est pour mal. ça que je dis aux gens, quand vous venez chez moi, je vous promets une chose, c'est que vous serez plus riche. Je vous promets pas d'être plus heureux, mais on va dire que ça va quand même un peu y contribuer, mais je vous promets au moins d'être un peu plus riche. Ok. Euh, et alors justement, il y a la richesse de l'expérience aussi, parce que certains te connaissent parce qu'ils te voient sur BFM, BFM Business en l'occurrence, et c'est un peu une histoire d'amour avec BFM, puisque on va. Tu peux nous raconter un petit peu. Alors il y a le premier épisode, sans spoiler, mais le premier épisode c'est la BFM Academy, puis après il y a la Ouais. suite. Oui, alors oui, non, ça a été une super belle histoire et d'ailleurs pas, enfin il y a 2 3 jours, j'étais interviewée là-dessus sur BFM un peu pour une sur une émission avec Laure Closier et en fait elle a été surprise quand je lui ai dit ça parce que en effet en 2009 je gagne la BFM Academy donc je dois être la troisième année de la BFM Academy Ouais, c'était tout et à je fond. lui ai dit c'est sûrement le plus beau jour de ma vie après la naissance de mes enfants. Alors, elle était super surprise, elle a dit waouh c'est quand même énorme. C'est Mais fort. parce que ça a eu un boom extraordinaire. D'abord, j'ai eu une chance incroyable, c'est que ils ont énormément communiqué, beaucoup plus que les autres années d'avant et d'après sur le fait que j'avais gagné. Parce que c'est vrai que j'étais très expansive pendant l'émission et qu'ils ont repris comme ça pendant des mois des paroles que j'avais dites pendant l'émission. Et donc, De ça a poussé. l'énergie à l'état pur, C'est ça. Madame C'est-à-dire qu'ils ont Platnik-Cohen. pris ça, ils s'en sont servis. Donc, ce qui m'a évidemment énormément servi. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a encore des gens, donc 11 ans après, j'ai encore des gens qui me disent, je me souviens quand tu as gagné à BFM Academy, hein, c'est un truc, ça a été incroyable. Et ça a permis, en fait, de développer
cet objectif de centre d'entraînement intensif à la vente, parce que c'est vrai, quand je suis passée à BFM Academy, le projet, il était quand même plus que naissant, hein. J'avais pris un Mhm. local, j'avais mis Booster Academy dessus, et puis bon, voilà quoi, il y avait pas grand-chose. Et à force de dire, mais ça existe, c'est là, bah, ça a fait naître le projet de façon assez radicale. Et donc, je dois beaucoup évidemment à Stéphane Soumier, hein, qui a toujours été, enfin, qui adore les entrepreneurs et qui a toujours été hyper présent pour m'interviewer, pour me donner la parole. Beaucoup à Nicolas Dose, pareil, beaucoup à Laure Closier après qui a pris le relais. Et puis, une fois que j'ai gagné, 3-4 ans après, il y a Nicolas et Ève, alors beaucoup Ève aussi, hein, Ève Chegaray avec qui je m'entends très Ouais. très bien, qui m'appelle et qui me dit écoute Evelyne, est-ce que tu veux pas être coach sur la BFM Academy? Donc j'ai accepté. Passer de Donc l'autre pendant côté. 5 ans, voilà, j'étais de l'autre côté. Donc enfin, d'un côté que je connais bien parce que quand je reçois tous mes entrepreneurs et toutes les startups dans Booster Academy, voilà, j'avais l'habitude de ce type d'exercice. Et donc ça a été très très sympa. Mais en fait, ma vie avec la radio a commencé très très jeune puisque à 20 ans j'avais une émission de radio. Donc en fait tout ce qui est Oh médias, là là radio. là, attends, arrête-toi 2 secondes. Vas-y, raconte-moi. En fait, quand j'avais 20 ans, j'étais sur une radio, Radio Shalom, une radio communautaire, et j'avais Ok. une émission à moi qui a dû durer 2 ans, je pense, et j'interviewais des écrivains tous les jeudis soirs. Et donc j'adorais la lecture. Ben, j'avais été, alors c'est pareil, c'est une opportunité. Je faisais beaucoup de soirées, j'organisais beaucoup de soirées, et un jour je me fais interviewer sur cette radio, et donc j'arrive Mhm. de ma banlieue en train, et je me dis tiens, et si jamais il me demandait est-ce que tu aimerais faire une émission, genre un peu mégalo quand même, hein. Et je me dis ah bah s'il me demande si je veux faire une émission, donc je me fais mon film moi-même dans le métro, bah je Ouais. dirais une émission littéraire parce que j'adore lire. Et puis si jamais il me demande le nom d'une émission littéraire, je dis ce serait drôle de l'appeler préface quand même pour une émission. Et en fait, je passe à la radio, il m'interviewe et il me dit mais vous avez une voix qui passe en radio, c'est complètement dingue. T'aimerais pas monter une émission de radio? Et donc vu que j'avais fait tout le business plan dans ma tête, Génial. j'ai tout débité. Il m'a dit bah ok, bah écoute, tu commences la semaine prochaine. Et donc là, je devais avoir à petite vingtaine d'années, je pense 18 ans en fait. Plus entre 18 et 20, j'ai dû faire ça. Je me souviens parce que j'étais à la fac et Ouais. donc ça c'était sympa parce que je disais à mes potes ah ce soir vous m'écoutez, je suis à la radio et tout, donc ça c'était assez sympa. Voilà, donc ça Oui, veut dire que en plus, voilà, t'amenais le des média auditeurs, c'est c'est quelque top. chose que j'aime bien. Ouais. Mais ça se sent, ça se voit, et puis tu as un vrai naturel, c'est-à-dire que tu es au micro comme tu es dans la vie. Alors c'est ça, mais à un moment donné, je me suis quand même posé la question, je me suis dit est-ce que tu en feras un job? Et en fin de compte, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je trouve ça très sympa d'y aller de temps en temps, de rentrer un peu dans ce monde-là, de regarder comment ça fonctionne, les relations entre les gens, qui sont quand même très très particuliers, hein, parce que bon, j'ai quand même côtoyé à la fois la radio, la télé, etc. Et en fin de compte, ça me va très très bien d'avoir mis juste le doigt dedans, de regarder comment ça fonctionne et de pas y être. Voilà, ça me va très très bien. Ouais, et puis en même temps, c'est un vrai outil, c'est un vrai outil de visibilité pour tout le reste aussi, hein, donc C'est c'est. surtout ça, en fait. C'est surtout ça. C'est surtout un outil de visibilité et il faut vraiment le prendre comme ça parce que après, c'est très compliqué. Il y avait un très beau podcast avec Roselyne Bachelot qui disait il faut partir avant qu'on vous renvoie. Comme ça, vous avez moins d'état d'âme. Et dans le média, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que les gens sont. Moi, j'ai vu plein de gens à qui on disait bon bah l'année prochaine tu reviens pas, c'est plus toi, etc. Et les gens se détruisent. C'est-à-dire que le média c'est un peu comme une drogue et donc à un moment donné on croit qu'on peut plus s'en passer. Et donc faut arriver là-dessus, c'est pour ça avoir énormément de recul. Donc à un moment donné, il faut savoir dire stop. Moi c'est ce que j'ai fait avec la BFM Academy. J'avais fait 4-5 ans, j'étais très contente et à un moment donné, voilà, j'ai dit c'est bon, je vais passer à autre chose parce que 4-5 ans à faire la même chose, je pense que c'est bien. Voilà, c'est bien, mais Ouais, sinon ça aurait été une année de trop, quoi. et puis on a très rapidement tendance à te mettre dans une case, donc voilà, faut pas forcément y Ah, puis à rester. un moment donné, c'est l'autre qui va vous dire bon bah c'est bien là, je pense que tu as fait ta 6e année, maintenant on va changer de coach, on va changer de personne, mais que ce soit ça pour autre chose, hein, pour une autre émission.
Donc c'est pas très très agréable de se l'entendre dire. Donc vaut mieux prendre la décision et rester. C'est pour ça que le média, je trouve ça très très bien. Je trouve ça très très intéressant intellectuellement parlant, mais j'en ferai pas un job. Alors, tu as animé Préface, donc, Oui, par amour de la lecture et de la littérature, mais tu as commis et produit aussi pas mal de livres en préparant l'émission. Là, je suis allé sur Amazon. T'en as quelques-uns. Alors, c'est des livres business. ouais, Euh, c'est pas la même chose, hein. non, non, mais comment alors, je vois l'intérêt. Mais à la rigueur, éventuellement, tu peux me le confirmer, l'intérêt d'avoir un livre, on va dire, en relation avec son activité professionnelle, parce que ça te pose finalement en expert. Maintenant, j'ai rencontré plein de gens qui se disaient il faut que j'écrive un livre, mais alors j'en ai vu très peu qui sont arrivés jusqu'au bout. Ce serait quoi Enfin, comment on fait? Comment on fait? Alors ça, moi je peux te raconter ce qui s'est passé sur le tout premier. Le tout premier, en fait, je l'ai écrit. Alors, j'ai toujours du mal avec les années, mais je me repère toujours par rapport à mon âge. Je devais avoir une trentaine d'années, Mhm. donc il y a 22 ans. Euh, et, euh, et donc je partais de mon entreprise et en fait j'ai écrit le livre. Alors à l'époque Amazon n'existait pas, hein. Je le répète, il y a 22 ans, ça n'existait Ouais. pas. Internet à peine. C'est, Et c'est- donc j'ai écrit en fait le livre que j'ai cherché pendant des années déjà en bibliothèque. Bon, ça c'était le premier truc, c'est-à-dire que j'avais jamais trouvé ce livre-là. C'était sur la vente au grand compte. Je trouvais qu'il y avait une oui. spécificité sur ce sujet-là que personne n'avait traité. Mais c'est surtout, je pars de cette entreprise Vivendi, hein, qui a été une expérience absolument extraordinaire. Euh, et je pars de cette entreprise et je m'assois à ma table de salon le lendemain matin et je me dis, tu vas écrire le bouquin. Et donc, alors, sachant plus que moi et l'écriture, ça fait quand même deux, hein. Donc ça, je voudrais remettre quand même les choses Ah bon? en place. C'est-à-dire que j'ai jamais été bonne en rédaction. Je fais à peu près 5 fautes d'orthographe par phrase si je me relis pas. Donc on peut pas dire que je sois une grande littéraire du tout, hein. D'accord. Mais je me dis, j'y vais, j'ai plein d'idées, etc. Donc j'écris le plan du livre. Et là, et c'est assez culotté, je dois dire, hein, surtout à l'âge que j'ai et avec le peu d'expérience que j'ai en la matière, je contacte Duno et je lui dis voilà, j'ai une idée de bouquin, etc. J'ai le synopsis, c'est-à-dire que j'ai rien écrit encore. Et Duno me dit bah, envoyez-moi ça. Oui, bah, ça peut être un très bon sujet. Je vous signe un contrat. Une semaine après, j'avais un contrat sur la table. C'est génial. Extraordinaire quand même. Comme quoi, faut oser. Largement, ouais. Alors, sauf que l'histoire, elle se finit pas très bien quand même. Mais bon, donc Ah, j'écris une partie du bouquin, je lui envoie, puis à un moment donné, elle me répond, mais en fin de compte, on va rompre le contrat parce qu'elle avait demandé à son écrivain le plus à l'époque qui écrivait le plus sur le sujet, qui s'appelait Moulinier, mhm. d'écrire en fait le bouquin que je voulais écrire moi. Et donc c'est lui qui a écrit le bouquin chez Luno sur la vente au grand compte. Donc un peu vexée quand même Ah, sur les bords. Enfin, au départ, quand elle me dit je romps le contrat, je sais pas que le livre va écrire, mais je l'ai vite compris. Et je mhm. trouve un autre éditeur. Mais dans la semaine, hein, j'en trouve un autre et c'est avec lui que je vais rester ces années, qui est EMS. Il y a une très jolie maison d'édition qui permet à beaucoup de gens assez pointus, assez experts de pouvoir écrire des choses assez bien faites, assez intelligentes. Faut regarder ce qu'ils font. Ils ont toujours, ils sortent pas mal de livres assez intéressants. RH, fonction DAF, fonction vente, etc. Ils ont des livres pas mal du tout. Et donc j'ai signé avec lui et donc j'ai terminé mon bouquin. J'ai trouvé une amie une amie à moi qui l'a relu. Euh, qui a corrigé les fautes, les mauvaises structures de phrases, etc. Parce que là, franchement, c'était pas. Après, comme quoi, en écrivant, on s'améliore parce que avec le temps, j'en ai de moins en moins besoin de relecture. Donc, le fait D'accord. est que on apprend vraiment à écrire en écrivant. Et puis voilà. Et puis ce livre est sorti très très rapidement. Et c'était une chance parce que en fait, il est sorti alors que je commençais mon métier de consultant. Vraiment, je le Mhm. commençais. J'avais même pas monté ma boîte. Je travaillais pour le compte de quelqu'un. Et donc, quand vous êtes une jeune femme, une trentaine d'années, que vous êtes consultante, ouh là 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 là, vous êtes confronté. Alors moi, j'ai appelé ça à l'époque
aux barbus bedonnants. Maintenant, les consultants sont moins barbus et moins bedonnants. Enfin, quoi qu'ils doivent être toujours barbus maintenant, mais barbus bedonnants. Et c'est vrai Ouais. que moi, la gamine qui arrivait, là, c'était un peu compliqué. Donc, le fait d'arriver avec mon bouquin direct, ça pesait déjà pas mal. Ouais, ça Donc, je pense crédibilisait que c'était une vachement. bonne stratégie. Les Bon, et puis barbus après, il y en a eu bedonnants. plein d'autres. Ben oui, justement. Alors, enfin, je reviendrai pas sur les barbus bedonnants, mais je trouve ça plutôt pertinent. Mm. Il y a eu un livre notamment sur l'ambition. Alors là, c'était un livre écrit à deux. Ouais. C'est quoi l'ambition alors? Ah, c'est bien d'avoir de l'ambition. En tout cas, je pense il faut assumer son ambition, et c'est pas un gros mot. C'est ce qu'on a voulu dire avec Sandra Legrand. Donc déjà, ça a été une super aventure pour moi, parce que c'est le premier livre que j'écrivais à deux, Ouais. et avec Sandra, qui est une fille, Sandra Legrand, qui a monté plusieurs business, là, qui est sur un business qui s'appelle Yapuka, qui est une fille avec tellement d'énergie, tellement sympa, enfin tout comme j'aime. Et donc, ça nous a permis de passer un peu de temps ensemble, et donc d'écrire ce livre-là sur un sujet qu'elle est venue me proposer, en fait. Et évidemment, j'ai dit oui tout de D'accord. suite, parce que je trouvais que c'était hyper cohérent. Et on en a fait vraiment un joli livre, je trouve, qui est d'ailleurs aujourd'hui sur Audible, qu'on peut écouter sur Audible. Euh, vraiment un livre où on a fait beaucoup de témoignages personnels, beaucoup ce qu'était l'ambition aujourd'hui, ce qui était pas l'ambition dans les époques tapis, dans les années 80. Voilà, on n'est pas du Ouais. tout sur le même niveau d'ambition aujourd'hui. C'est pas parce que je m'affiche avec une très grosse voiture que voilà, que c'est de l'ambition. On est complètement sur d'autres valeurs. Donc on a voulu décrire ce qu'était l'ambition dans les années d'aujourd'hui, avec beaucoup de témoignages, à la fois de sportifs, de chefs d'entreprise, d'artistes, euh, pour parler de ce sujet-là, en fait, qui est assez complexe. Alors, je recommande la lecture de Ambition à tous ceux qui s'intéressent au chemin de vie, justement. Et, et alors, un point intéressant, justement, sur la notion de décision, parce que tu disais, bah, finalement, j'ai dit oui tout de suite. C'est quoi ta boussole, à toi, pour dire oui, non, peut-être? Alors, là, tu me demandes de prendre du recul. Ça me paraît assez. Quand je dis oui, ça me paraît assez évident. Ouais, Je pense pas dire oui assez facilement, mais quand je le dis facilement, c'est que c'est une évidence. C'est vrai que me dire bon, le sujet m'intéresse, je le fais en plus avec quelqu'un que j'estime vraiment, et je vais prendre du plaisir. Je pense qu'en fin de compte, si je prends du plaisir dans quelque chose, si c'est quelque chose qui me convient, je vais y aller automatiquement. Par exemple, si j'ai une copine qui me dit tiens, il y a un week-end yoga, machin, maintenant est-ce que tu fais? Je dis oui, mais je demande l'avis de personne. Je vais même pas voir mon mari pour lui demander ce qu'il en pense. Donc je vais dire oui à partir du moment où je sais que je vais y trouver du plaisir personnel assez ouais, facilement. ok. Et justement, alors, équilibre vie pro, vie perso, dur, pas dur, facile? Moi, je pense que c'est un point sur lequel je j'ai vraiment travaillé personnellement pour pouvoir ensuite le communiquer autour de moi. Ouais, En fait, il faut ne être embêté par rien. C'est-à-dire que le problème des femmes, souvent, c'est quand elles sont chez elles, elles se disent mince, je devrais être au bureau, et quand elles sont au bureau, elles se disent mince, je devrais être chez moi et m'occuper de mes enfants. Moi, c'est pas du tout comme ça que j'ai voulu le vivre. C'est-à-dire que quand je suis dans un endroit, je suis contente d'y être, point barre. Et donc, j'ai pas de regrets. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai voulu vraiment communiquer autour de moi, entre autres à mes collaboratrices. Alors, le fait est que je suis mariée depuis 26 ans, donc ce qui est quand même pas mal pour une femme chef d'entreprise. ouais, joli Euh, score. et j'ai réussi à faire 2 enfants, dont je me suis Ouais, occupée de certaines façons, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je n'ai jamais faites, et puis il y a des choses, ils peuvent m'appeler, ils peuvent me demander certaines choses, et je serai toujours là. D'un autre côté, mais il y a des choses que je n'ai jamais faites, et je l'assume totalement. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un à la maison, même encore maintenant, j'ai des enfants qui ont plus de 20 ans, mais j'ai quelqu'un à la maison qui s'occupe de tout. C'est-à-dire que voilà, il y a des choix, j'ai fait des choix, et en fait, j'ai envie de dire, je les assume. Et je oui. pense que c'est ça ma marque de fabrique, et c'est ça que j'ai envie de transmettre à toutes les femmes, c'est faites vos choix et surtout assumez-les. C'est-à-dire si c'est le choix de pas bosser, de rester à la maison, pas de souci, mais pleurez pas derrière. Si c'est l'inverse, pareil, assumez vos choix.
Oui, complètement. Je ne peux que abonder et être dans le présent, en effet. C'est-à-dire que quand tu es là, tu es vraiment là, t'es pas, tu te dis pas que tu devrais être ailleurs, en effet. Exactement, exactement. Alors, Pas d'état d'âme. au fil de ces années, justement avec Booster Academy qui grandit, comment on arrive à maintenir le feu parce qu'il y a des hauts, parce qu'il y a des bas, il y a des jours où on en a juste ras-le-bol. Comment on arrive à maintenir ça? C'est quoi Bah, l'essence qu'on met dans le moteur? je pense que je pense qu'il y a une essence naturelle, c'est-à-dire que naturellement, j'ai pas trop d'état d'âme et je suis plutôt quelqu'un qui est assez stable, enfin voilà, je suis toujours plutôt de bonne humeur et j'arrive plutôt avec une certaine pêche, etc. Donc j'ai pas de, on va dire, de coups durs ou enfin, de difficultés de ce côté-là. Mais après, maintenir le feu, c'est un peu grâce à tout un environnement. D'abord, il y a les collaborateurs. Moi, j'ai des collaborateurs chez Booster Academy qui sont exceptionnels. Alors, j'ai pas eu que des collaborateurs exceptionnels, hein. J'ai eu des moments où, avec certaines Ah, personnes, ça s'est très mal passé. c'est rassurant. Mais c'est jamais la majorité. Et majoritairement, j'ai toujours eu des gens exceptionnels. Donc ça maintient le feu quand même. Et ensuite, il y a des clients qui nous font confiance. Et donc ça donne envie. Après, il y a des clients qui savent faire travailler des prestataires et qui savent leur donner le feu. Et vous avez des clients qui font exactement l'inverse, hein. Ça, c'est un truc qu'il Ouais. faudrait apprendre aux acheteurs. C'est-à-dire que quand vous avez à peu près le prestataire que vous méritez. Mais c'est clair qu'il y a des clients qui vous donnent une envie de vous défoncer pour eux, mais de dingue. Donc ça c'est clair, ça maintient. Et puis après, on regarde autour de soi, puis on se dit, on a quand même la vie rêvée, quoi. Enfin, moi, j'ai la vie que j'ai toujours voulu avoir. C'est-à-dire que je fais tous les jours ce que j'ai envie de faire. Et pour moi, c'est faire du business développement, rencontrer des gens. Enfin voilà, donc le feu, je peux que l'avoir puisque j'ai le job dont j'ai toujours rêvé. Donc Il et y a, puis il y je a... pense qu'il faut... Oui, Pierre. Non, non, vas-y, continue, continue. Non? Et je pense qu'il faut savoir regarder autour de soi et se dire qu'on a vraiment beaucoup de chance. Et je pense que j'ai de la chance. Une fois de plus, être dans le présent. Mais j'ai noté 2 points. Un, les collaborateurs exceptionnels. Euh, Est-ce que tu penses pas justement que c'est une question de contexte et de leadership que tu arrives à impulser? C'est-à-dire qu'en gros, tu alignes les forces et tu tires de leur côté exceptionnel dans ce contexte-là. Alors franchement peut-être, mais j'ai pas eu que des collaborateurs exceptionnels, donc ça veut dire que c'est quand même pas de temps en temps Bah, on t'es peut quand peut-être même bien se pas planter. un leader absolu, voilà, c'est Non, tout. non, puis j'ai quand même, enfin on peut avoir quand même des cas un peu complexes à gérer. Donc après une fois qu'on a des gens qui ont envie, qui donnent, après on essaie de créer le contexte pour que les gens puissent s'épanouir. Mm. Clairement, et ça c'est une vraie volonté que l'on a et j'espère qu'on y arrive. C'est vraiment créer l'environnement pour que les gens s'amusent. Nous, le télétravail, il n'y a pas de sujet. Je suis limite obligée de me battre pour qu'il y ait un petit peu un roulement en télétravail pour qu'il y ait un peu moins de monde en ce moment dans les bureaux. Mais sinon, majoritairement, les gens préfèrent venir au bureau et parce que les gens s'entendent bien, qu'il y a une bonne ambiance, etc. Mais mais voilà, on essaie de créer ce contexte-là. Mais après, je pense que en ce qui me concerne, j'ai des points sûrement positifs. Et puis, faut me supporter aussi au quotidien, hein. Il n'y a pas que du positif, hein. Donc, C'est peut-être ce en quoi ils sont exceptionnels, c'est qu'ils arrivent à te oui, c'est supporter au ça. quotidien. Ça doit être ça, oui. Euh, et justement, alors, est-ce que, comme ça, à brûle pour point, il y a un client dont tu te souviens, parce que tu parlais des clients qui donnent envie de te défoncer. Et effectivement, alors dans ma vie pro, je me souviens d'un chef de projet chez Orange. Alors c'était un projet à plusieurs millions d'euros, et le gars il donnait juste envie. Est-ce qu'il y a t'as une expérience comme ça qui te viendrait en tête? Ah bah, j'ai beaucoup de clients, hein. La majeure partie des clients avec qui j'ai travaillé et avec qui je travaille, c'est plutôt des gens avec qui on a une relation ultra positive. Euh, et c'est plutôt lié parce que chez ces clients-là, il y a une personne qui a un leadership assez positif.
Donc ça, je pourrais en citer pas mal, des comme ça et avec qui ça se passe très, très bien. Après, ce qui est intéressant, c'est, quand ça se passe moins bien de mon point de vue. C'est-à-dire que je me dis: «Le client n'aura pas tout ce qu'il peut avoir, parce que tout simplement, il s'est pas lui-même mis dans les dispositions d'avoir tout ce qu'il pourrait avoir. C'est quand vous avez des processus de décision très complexes chez le client, qu'on ne sait pas qui décide, qui est pour, qui est Mhm. contre, qu'en fin de compte, il n'y a pas un leadership qui s'installe, que la direction commerciale, parce que moi je forme quand même des commerciaux, donc vaut mieux que la direction commerciale soit quand même très impliquée, lâche le morceau au profit des RH totalement. Donc il y a un moment donné, bon, bah, on va faire les choses bien, mais on se dit qu'on aurait pu la faire encore mieux si on pouvait proposer, discuter, échanger. Voilà. Mais sinon, globalement, en plus, on a des équipes qui sont très très créatives chez Booster Academy. Donc on arrive à sortir des projets en ce moment, entre autres à distance, très très intéressants et on se renouvelle tout le temps. Et donc moi j'ai des clients que j'ai depuis 10 ans, qui sont toujours clients chez moi et à qui je suis obligée de me renouveler tous les ans, mais de façon vraiment importante. Oui. Et donc c'est plutôt challengeant. Alors, tout le monde en profite de cette innovation, mais c'est plutôt challengeant. Et le secret de la relation long terme avec le client? Ah bah c'est déjà c'est tenir c'est tenir la relation et puis ensuite c'est vraiment dans l'écoute, bien comprendre ce dont il a besoin. Mhm. C'est-à-dire que c'est vraiment prendre ce temps-là de comprendre au moment où l'année dernière, il t'a peut-être dit quelque chose, mais cette année, la façon dont il va formuler les choses, il faut bien réécouter le client. Il ne faut pas avoir l'impression de bien le connaître parce que ça fait 10 ans qu'on travaille avec lui. Et puis après, c'est l'innovation. C'est qu'est-ce qu'on peut proposer d'innovant et le surprendre. Et alors, justement, en termes de surprise, un jour, parce que je te suis quand même, je suis ton actualité, etc. Et un jour, je vois apparaître The Artist Academy, Evelyne Platnik-Cohen. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une certaine cohérence quand maintenant, ceux qui nous écoutent te connaissent un peu mieux, c'est-à-dire qu'il y a une certaine cohérence, c'est-à-dire qu'on est sur la logique de formation. Mais comment, explique-nous le chemin pour arriver à ça et éventuellement, dis-nous un peu ce qu'est The Artist Academy. Alors, si tu veux, la jeunesse de The Artist Academy, c'est quoi déjà? C'est intéressant parce que c'est un de mes rêves qui est de dire j'ai envie un jour d'écrire des scénarios de séries, de cinéma. C'est un de mes rêves, voilà. J'ai D'accord. envie de faire ça et je le ferai. La Shonda C'est Rhimes, tu vois qui voilà. c'est Shonda Rhimes? Ah Celle bah qui a oui, fait Grey's ça Anatomy? vient de là. C'est-à-dire que Eve, donc chez Garem, ma copine, m'envoie Ouais. le teaser de Sonda Rhimes, de masterclass.com, en me disant, bah tiens, Evelyne, regarde ce que je viens de voir sur Internet. Cette fille-là, donc qui est la fille qui a écrit le plus grand nombre de séries, fait une masterclass sur le sujet. Et là, je regarde le teaser, c'était en plein mois d'août, et je dis, mais Eve, tu te rends compte de ce que tu viens de m'envoyer? Et en fait, j'ai pas du tout regardé le teaser pour écrire mes séries. Mhm. Bah, c'est pas ça j'ai dit, mais le modèle, il est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut apprendre des meilleurs au monde. Mais je dis, mais c'est complètement dingue. Et en fait, c'est le truc. Je dis, mais tu te rends compte de ce que tu m'as envoyé, Eve? C'est-à-dire que ça, je vais le faire. Et donc, en 10 minutes, j'ai pris la décision que ça, j'allais le faire. Que je ne pouvais pas C'est-à-dire que t'allais laisser monter. les Américains avoir toutes les prérogatives et se dire, on va apprendre que des Américains déjà. Ça m'embêtait un petit peu comme idée. Ouais. Mais en plus, je me suis dit, c'est quand même, l'idée est juste géniale. Et En 10 minutes, t'as pris la décision, tu 10 dis j'y vais. minutes. 10 minutes. Ouais, vraiment. Ça a C'est été long, 10 une minutes. révélation. C'est rapide, hein, c'est rapide. Et Ouais. bon, ceci dit, j'allais pas y aller toute seule non plus. Donc j'ai quand même attendu quelques jours que les personnes avec qui j'avais envie de travailler sur ce sujet-là reviennent Mhm. de Ah oui, puis vacances. c'était les vacances, oui. Ouais, c'était les Ça. vacances. J'avais pas, j'ai une règle d'or, c'est que je ne dérange jamais personne en vacances. Alors de D'accord. temps en temps, je me ronge les ongles en me disant vivement que ce soit terminé les vacances, j'ai plein de trucs à leur dire, etc. Mais bon, j'attends. Et donc là, je les réunis dans une salle, mais vraiment le premier jour où elles rentrent, je leur mets le Sonda Rhimes en grand sur l'écran. J'ai dit, vous avez vu ça?
Et en plus, je réunis dans ma salle donc mon associée toujours Sophie et Oui. Marjorie, qui était ma directrice marketing à l'époque sur Booster Academy, qui est elle hyper dingue de théâtre, cinéma, etc. Et donc je dis mais ça les filles, faut qu'on le fasse. Et elles me disent écoute chiche, on va essayer de le faire. Donc la décision, elle a été prise immédiatement. Alors une fois que vous avez pris ces décisions-là, que vous avez une boîte en cours, etc., le reste c'est juste de la folie furieuse. Oui. Et voilà. Après, après ça s'enchaîne. Faut plus réfléchir parce que si on réfléchit, on arrête tout. Et donc là, faut plus réfléchir. Et le truc qui a été extraordinaire, c'est qu'on s'est dit, on va appeler Eric Emmanuel Schmitt, qu'on adorait Oui. toutes les trois. On avait tout lu toutes les trois d'Eric Emmanuel Schmitt. Et donc j'arrive à l'avoir au téléphone. Mais ça, c'est un truc de dingue. Parce que au Mais départ, oui, comment tu fais? alors, au départ, j'écris sur son Facebook. Bon, la chance que D'accord. quelqu'un réponde sur le Facebook est quand même très, 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 très faible. Et là, Mhm. qui me répond, en fait, c'est un de ses bras droits. Et qui m'appelle gentiment. Bon, j'écris un truc assez bien écrit, mais bon, le terme The Artist Academy, la boîte n'existait pas. Hein. Mhm. Rien n'existait. Et donc il m'appelle et il me dit ah j'aime bien votre voix, vous avez l'air tellement sûr de vous, vous avez l'air sympa et tout. Écoutez, je vais vous passer Eric Emmanuel Schmitt, je pense qu'il sera content de discuter avec vous. Donc ok. Excellent. Et là je me dis je suis en train juste de jouer ma vie là depuis quelques années. Et donc, en fait, entre-temps, Eric Emmanuel Schmitt était allé voir sur les réseaux sociaux, il avait tapé mon nom, ce qui n'était pas idiot à faire. Et donc, Ouais. il avait dû voir plein de vidéos, il avait dû voir un petit peu mon style. Il me dit, mais moi, j'aime bien quelqu'un comme vous et tout, vous avez l'air très punchy, très dynamique. Il me dit, écoutez, votre idée, elle est super. Je savais pas, j'avais envie de faire ça, mais je savais pas comment le faire. Et ben, je vous suis. Mais Donc, incroyable. incroyable. Non, mais incroyable, incroyable. Et ça prouve aussi, franchement, parce qu'il je pense qu'il a eu fondamentalement raison de le faire. Hein, quand on regarde 3 ans derrière nous, je pense qu'il a Mm. vraiment eu raison de le faire. Et tous les artistes ne nous auraient sûrement pas suivis, surtout qu'on n'existait pas. Moi, à l'époque, j'ai quand même fait signer un contrat. Après, on a changé, mais Booster Academy, hein, parce qu'on n'avait rien, quoi. On n'avait pas la Eric boîte, on n'avait Emmanuel rien. Schmitt a signé chez Booster Academy. C'est On excellent a ça. signé un contrat alors qu'il était très très chiadé avec un avocat, etc. Mais j'avais pas le nom de la boîte. Et puis, il le savait, hein, de toute manière, tout était très transparent, etc. Et donc, on a tourné sa masterclass et il a été mais tellement brillant dans sa masterclass. D'ailleurs, c'est une masterclass qu'on vend encore tous les jours par dizaines. Hein. Faut voir le succès de la masterclass d'Eric Emmanuel Schmitt. Ouais. Bah, à moi déjà. Eh ben voilà, Pierre. Franchement, Non, il n'est mais pas oui, oui, exceptionnel, c'est top. c'est un truc, tu le lâches pas. C'est-à-dire que de la première seconde à la dernière, tu le lâches pas. Je, c'est un profil aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il doit être comme ça dans la vie. Il est dans la bienveillance et tu te sens vraiment accompagné. Enfin, vraiment, je le recommande. Ouais. Je le recommande. Mais en plus, on voit, enfin, il est brillant. Il est brillant. Il a une culture générale qui est, voilà, il n'y a pas de limite. Et puis, il a énormément réfléchi à sa façon de faire. Et puis, c'est un prof de philo. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude aussi de construire un cours. Donc, ce cours-là, autant nos artistes après, on les a énormément accompagnés dans la construction, autant Eric Emmanuel Schmitt n'a pas tellement besoin de l'accompagner parce que lui, bon, on a fabriqué nos chapitres, etc. avec lui, on a fabriqué tout l'itinéraire pédagogique, mais après, je dois dire qu'il se lançait assez tout seul. Puis ensuite, on a fait un teaser. Et ce teaser-là, Ouais. que je vous recommande d'aller voir sur notre site The Artist Academy, eh ben, il donne la chair de poule, quoi. Et avec ce teaser-là, on est allé lever des fonds. Et je me rappelle d'avoir rencontré certains de mes investisseurs aujourd'hui qui me recevaient gentiment, me disant écoutez Evelyne, on vous reçoit parce que vous venez de la part de, entre autres de Bruno Vandry, Ouais. que je citais tout à l'heure. Mais vous savez, on n'investira pas. Hein. Bon, maintenant racontez-nous quand même ce que vous avez à nous raconter. Et donc bon, on raconte et puis à un moment donné, on dit bon, allez, on vous montre le teaser. Il se rassoit, il fait vous pouvez me remonter encore le teaser. Ok, c'est bon, on investit. Et donc, c'était vraiment le déclic total. C'est-à-dire que quand on voyait ça, on se disait non, mais le truc, ça va être extraordinaire. Et on a levé en
très 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 peu de temps. En très peu de temps, on a levé 900 000 euros. Ah oui, c'est Et pas une alors paille quand grâce même. beaucoup aussi à Bruno, hein, qui nous a vraiment accompagnés là-dessus. Mais c'est vrai que les investisseurs qui nous a présentés sont vite, nous ont très 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 rapidement donné des réponses positives. Faut dire qu'il y a une qualité aussi de production. Oui, Je pense que c'est un parti pris, c'est-à-dire que c'est pas juste un gars devant un micro et une caméra, hein, enfin voilà, c'est filmé je pense des moyens conséquents et avec il y a une vraie patte aussi derrière tout ça. ouais. C'est, c'est- Exactement. Alors c'est drôle parce que là, justement, on fait du podcast et moi, je suis très très fan de podcast et j'écoute énormément de podcasts. Et donc on se dit, c'est un peu comme quand j'ai monté Booster Academy où j'ai monté un truc avec de l'e-learning, du présentiel, etc. Et sur The Artist, on se dit mais pourquoi ça aurait été beaucoup moins cher de faire ça en podcast quelque part. Et en fin de compte, on se dit que non, parce que les gens là, enfin, Pierre, toi tu peux le dire, parce que tu es face à ton ordinateur souvent et pas face à ton téléphone portable, tu as ton cours en ligne, et je pense que tu es assez hypnotisé aussi par l'artiste. Et l'artiste, pour le coup, bon, lui, mes artistes sont très connus, donc les gens n'ont pas l'habitude de les fréquenter autant. Et donc le fait de l'avoir en face de soi en chair et en os, et pas uniquement avec la voix, ça a vraiment toute son importance. Et après, c'est ouais. vrai qu'on s'est dit qu'il méritait quand même une super production. Puis on avait vu aussi que le site américain produisait dans de très très bonnes conditions. Et donc ça a été un de nos partis pris, oui, c'était d'investir. On a beaucoup investi dans la prod. Non, puis je pense que ça participe certainement du succès aussi parce que ça te crée une proximité. Alors effectivement, c'est certainement l'image, c'est la manière aussi dont c'est tourné. C'est souvent face caméra, etc. Et voilà, enfin que ce soit Eric Emmanuel Schmitt, j'ai vu aussi Bernard Werber. Quand il te parle à toi. Exactement. Et donc Et ça, t'écoutes. c'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Parce que Euh, arriver à un style comme ça, quel que soit l'artiste, avec sa forme de communication, parce ils communiquent pas tous aussi facilement qu'Eric Emmanuel Schmitt, hein. Donc c'est un vrai travail de production et Et de justement, réalisation. comment tu arrives à convaincre ceux qui suivent? Parce qu'il y a Berléand, il y a Werber, enfin, ça y est, vous les enchaînez là. Enfin, vous les Alors avez là, on les enchaînés d'ailleurs, et puis ça enchaîne. continue. Donc après, il y a une période où faut aller, tant que le catalogue est quand même pas très très euh, Étoffé. très volumineux, bah faut quand même aller leur parler. Eh ben, c'est de la vente, hein. Faut aller les voir, Mhm. faut leur vendre le projet. Donc c'est vraiment du commercial pur et dur, sauf que là, faut aller chercher des artistes. Donc on est allé en chercher un certain nombre. Et puis aujourd'hui, bah alors aujourd'hui c'est avec nos deux derniers artistes là qu'on a annoncés. Ça veut dire que quand vous avez Gims sur la plateforme et Patrick Bruel qui arrive et tous ceux que l'on a, bon là vous avez plus de vente à faire en fait. Là il y a plus de vente à faire, c'est-à-dire que c'est soit l'artiste a envie de rentrer dans ce type de partage, et il vous dit oui tout de suite, soit c'est pas du tout sa façon de voir les choses parce que alors ce qui est dingue quand même c'est que moi je vous rencontre que des artistes qui sont ultra emblématiques, mais vous avez certains qui disent mais moi je vois pas ce que je vais raconter, c'est-à-dire qu'ils ont c'est toujours ce sentiment d'imposture, alors que Ah oui. Ils voilà pensent pas avoir quelque mais chose ça à transmettre. c'est ce qu'ils pensent en réalité. Bon, et je pense qu'ils auraient beaucoup de choses à transmettre, donc ça peut arriver que certains se disent non mais je suis trop jeune, soit j'ai pas envie, etc. Et puis après maintenant c'est beaucoup plus simple. Maintenant c'est beaucoup plus simple. On Il est y en a devenu en qui. fait la référence là. Tu as de l'inbound, c'est-à-dire t'en as qui viennent à toi aujourd'hui? Alors il y en a qui viennent à moi, tout à fait, mais c'est pas toujours ceux que je vais prendre, mais il y en a qui viennent à moi, tout à fait. Par Bah, ouais, c'est bien. Qu'est-ce qu'il faut pour convaincre? Non, alors en fait, c'est pas ça, c'est que c'est plus compliqué que ça. J'ai un budget de production qui est limité par an. C'est-à-dire que je peux en produire qu'un Eh certain oui. nombre. Mhm. Donc après, il faut faire des choix, quoi. Si je pouvais produire tout le monde, ce serait génial, mais je peux pas produire tout le monde. Donc j'ai une sélection à faire tous les ans. Aujourd'hui, alors je ne sais pas dans quelle mesure tu peux communiquer, mais justement, tu as combien d'étudiants? Il y a, Alors je c'est quoi les communiquerai pas dans le métriques? détail, mais c'est en dizaines de milliers. Ah oui, ok.
Bah, toi, tu as dû Donc c'est voir, Pierre, quand tu es sur la plateforme, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui interagissent. oui, 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 dans les chats effectivement, et puisque alors par session en plus il y a des chats, on peut faire des remarques, etc. et avoir aussi des interactions parce que bah, notamment avec Eric Emmanuel Schmitt, tu pousses le curseur, c'est-à-dire que tu peux aller à sa rencontre, enfin il est organisé des rencontres, hein, notamment avec celui qui fait les masterclass. Euh, Ça c'est juste génial aussi. Alors, ça veut dire qu'en oui, en fait, on a 2 versions. On a une version qui est que digitale, qui est à Mhm. 117 €. Et puis, il y a une version avec un concours, alors quel que soit l'artiste, hein, mais on choisit le type de concours, et, et la rencontre dans un théâtre avec l'artiste qui est à 497 €. Et donc on a le choix entre ces deux. Et l'idée, c'était d'aller jusqu'au bout de ses rêves. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu rester. Beaucoup de podcasts aujourd'hui sont dans l'inspiration. Enfin, de podcast ou de contenu. Nous, on a voulu aller au-delà, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de vos rêves. Et donc aujourd'hui, là encore ce week-end, j'ai reçu sur un Facebook un client, quelqu'un qui avait acheté, bah, comme toi, les 3 masterclass d'écriture et qui me dit, bah, je viens de terminer et d'éditer mon livre, est-ce que vous pourriez en parler? Et donc voilà, on va revenir vers lui, on va faire une interview, etc. Mais ça a été certains, ça leur a déclenché, ils avaient un projet, mais ils sont allés jusqu'au bout de leur projet grâce Oui. à ces masterclass. Ça leur a donné envie de terminer un projet. Et donc c'était ça. C'est pour ça que je parle d'empowerment. C'est actionner le changement chez l'autre. C'est comment ce business-là, un peu comme Booster Academy, actionne des choses. Là, sur The Artist Academy, quand vous regardez le retour de nos clients, nous, sur chaque chapitre, on peut envoyer un petit mot. Et quand on regarde Oui. les mots Mhm. qu'on reçoit, mais c'est tellement extraordinaire. C'est-à-dire que les gens, ça leur donne envie en fait d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. Et certains ont commencé, d'autres sont pas loin de finir, mais n'ont pas encore terminé. Mais il y a plein de choses qui sont en train de se faire, d'artistes qui sont en train de se réaliser, de gens qui n'ont pas commencé, mais ça y est, ils vont enfin commencer. Enfin, c'est ça qui est génial. Oui, et avec enfin, du concret, effectivement, complètement. J'ai cru voir passer que alors c'était une femme qui publiait, ça y est, son premier livre suite au masterclass. Euh, Exactement, exactement. et, euh, et toi, alors, tu vas devenir effectivement scénariste ou pas? Ah oui, oui. Alors moi, c'est sûr, je le ferai. Ça, je le ferai. Parce C'est, que c'est d'abord, ça m'a pris très très jeune parce que quand j'avais une quinzaine d'années, j'avais un copain qui voulait tourner un film dans un lycée et il me disait ah il faut que je vais écrire le scénario. Et moi je dis non 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 attends, n'écris pas le scénario, moi je vais te l'écrire, j'ai plein d'idées en tête, là ça fusionne, je vais t'écrire un scénario. Et ça c'est sorti comme ça, mais voilà. Et je lui ai écrit son scénario. Et en fait, c'est resté ensuite caché pendant sûrement 30 ans. Voilà, c'est un truc auquel j'ai jamais pu penser. Et puis, je sais pas pourquoi, un jour, c'est ressorti, mais c'était comme une évidence d'un truc que j'avais envie de faire. Donc oui, c'est quelque chose que je ferais, ouais. Mais en fait, ce qui est assez amusant quand même, c'est que dans les métiers que je fais aujourd'hui, que ce soit Booster Academy ou The Artist Academy, j'écris des scénarios en réalité, hein. oui. Mhm. J'écris déjà des scénarios. C'est-à-dire que la façon dont on a écrit nos centres d'entraînement intensif à la vente, les différents niveaux, le storytelling de chaque niveau, À c'est chaque déjà fois, c'est un des niveau de histoires. scénarisation qui est extrême. Nos modules Mhm. d'e-learning, c'est les modules les plus scénarisés que je connaisse aujourd'hui sur le marché. Oui. Donc voilà, je suis quand même pas très très loin de réaliser mon rêve quand même, hein. Ouais, 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 ouais. Puis effectivement, il y a un bon bout du chemin qui est fait. Et c'est quoi les prochains épisodes pour The Artist Academy? Tu le vois comment ça a 3, 4, 5 ans? Alors, déjà, on est en train de terminer notre deuxième levée de fonds, donc qu'on a bouclé juste avant le confinement, mais il y a un des fonds qui aurait dû venir, qui est pas venu parce que voilà, c'était première semaine du confinement. Donc on a cliqué là ce qu'on avait, on doit cliquer cette partie-là. Et puis ensuite, donc là c'est vraiment avoir un super catalogue dans les 6-8 mois à venir, qui est déjà très très beau à l'heure Ouais, actuelle. Et ensuite c'est le développement à l'international. à Alors l'international. qu'on fait déjà par petites touches, hein, qu'on fait déjà parce qu'on a Douglas Kennedy qu'on lance en tout ce qui est UK. On Mhm. a Werber Et qu'on parce que pour pousse sur l'instant, la c'est Corée. uniquement francophone.
Alors, on va dire, en partie, on a en fait la classe de Douglas Kennedy, on l'a tournée en anglais et en français. D'accord, ok. Parce qu'on a eu cette chance quand même d'avoir Douglas Kennedy, qui est quand Ouais, même, moi, un des c'est écrivains, un mastodonte. j'ai tout lu, j'avais tout lu aussi. Donc, on s'est dit, quitte à la voix, on va tourner en français et en anglais, et là, on pousse la partie anglaise. On va tester le marché. D'accord. Alors j'ai une question sur la levée de fonds, mais il y en a une autre qui m'est venue entre-temps, qui est euh, quand même, ça te donne l'opportunité de rencontrer des gens juste formidables. Ah bah Enfin, oui, t'as tout compris. En fait, là, aujourd'hui, je me suis créé le plus beau métier du monde. mais En c'est fait, ouais, c'est juste pour génial, moi je résumer, trouve. Enfin, c'est mon côté fan, tu vois, ce type de rencontre, c'est c'est extraordinaire. ouais, je suis C'est-à-dire que, d'accord. alors, jamais personne me verra prendre un selfie avec aucun de mes artistes, hein, parce que je trouve Mhm. voilà, c'est pas ma came. Mais par contre, le temps que je passe avec eux, à comprendre leur mode de fonctionnement, leur raisonnement, leur intelligence, leur culture générale, ça, personne me l'enlèvera jamais, ça. Enfin, ça m'appartient complètement. Ce Ouais. temps-là, il est extraordinaire. Et, et, et plus je les rencontre, plus je les vois, plus je les trouve, enfin, ils sont hors du commun, en fait. Et ce qui m'intéressait, c'était de savoir, alors ça, c'est aussi quelque chose que j'ai fait dans l'entrepreneuriat en rencontrant un certain nombre de chefs d'entreprise à travers des mentorings, etc. Mais j'ai toujours envie de savoir comment ces gens, un peu au-dessus des autres, quand même, Mhm. fonctionnaient, qu'est-ce qu'ils avaient de plus. Eh ben, on se rend compte quand même qu'ils ont des qualités communes qui sont, euh, qui sont là, quoi. Enfin, si on devait créer l'école de l'excellence, on sait à peu près ce qu'on va retrouver comme qualité. Et donc c'est vraiment passionnant de pouvoir les écouter. Et puis de comprendre, parce que c'est des artistes, moi, qui m'ont pratiquement tous, hein, je les connais, ou je les ai approchés, enfin j'ai approché leur art ou leur façon de faire. Et donc c'était intéressant de pouvoir décrypter, de pouvoir comprendre ce que moi j'avais essayé de comprendre à un moment donné. Mm. Oui, puis c'est très juste. Ce qui est précieux là, c'est le temps, effectivement. Et c'est un temps où tu vas apprendre, tu vas absorber, tu vas observer. Donc et avec des gens hors normes, en effet. Ouais. Euh, alors, tu parlais de deuxième levée de fonds. Là aussi, vous avez joué avec un teaser. C'était quoi le deck pour présenter au fond et quel type de fond? Alors, en fait, là, on est sur un mode d'edutainment, c'est-à-dire entre l'éducation et l'entertainment. Ok, Donc, ah, je connaissais pas. voilà, donc on a mixé les deux et c'est ça, ce modèle-là, c'est ça. Et c'est un modèle aujourd'hui qui foisonne, qu'on va retrouver un peu dans différents, enfin qu'on va retrouver. Donc voilà, c'est un modèle qui existe. On est dans du digital, hein, donc évidemment la période actuelle aide au développement du business. Ouais. Il y a eu un effet Euh, Covid? oh ouais, énorme, Ouais, énorme. d'accord. Ouais, ouais. Et donc, et donc, ce qui a permis à beaucoup, beaucoup de gens de prendre le temps, en fait, de faire les choses. Hmm. C'est-à-dire qu'on avait énormément de personnes qui nous avaient laissé leur email, etc. Et pendant le confinement, on les a relancés. Ils disaient, bah oui, là, j'ai vraiment le temps de le faire. Là, il y a plus de sujet. Donc là, les gens ont pris le temps de le faire. Donc, on est aussi dans un monde où les gens ont envie de se développer personnellement et envie de réaliser leurs rêves. C'est-à-dire que je pense que enfin, quand on voit nos parents, etc., je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont mis eux de côté parce qu'ils avaient envie de faire déjà ce qu'ils avaient à faire correctement. Nous, on n'a plus tellement envie de mettre les choses de côté. Donc là, on est en train de donner aussi Hmm. des outils pour que les gens puissent se développer. Et on est quand même dans cette tendance-là. Donc en fait, ce sont des modèles, dans le deck, hein, ce qu'on explique, hein, c'est que c'est des modèles aujourd'hui qui... Il n'y a que des points, on n'est que dans l'actualité, que sur des points positifs, que sur des tendances qui sont des tendances absolument incroyable. Et ce qui était dingue dans les premiers achats qu'on a eu, alors donc là on était sur les clients d'Eric Emmanuel Schmitt, c'est le premier qu'on a lancé et le deuxième est arrivé à peu près 6 mois après. Nous on a eu quand même énormément de clientes qui ont acheté, qui ont vu le teaser sur leur Facebook, qui n'avaient jamais acheté en ligne.
Alors c'est plus le cas trop Ah, maintenant parce que, mais sur Éric Emmanuel Schmitt, on voyait, on avait les gens qui nous appelaient, qui nous écrivaient et tout, mais enfin comment vous êtes sûr, on peut acheter en ligne, je peux pas vous envoyer un chèque, je peux pas venir vous donner de l'argent au bureau et tout. Les gens n'avaient jamais acheté en ligne et ils ont acheté et donc voilà, donc on est même arrivé à faire déclencher un acte d'achat ouais, mais qui parce aurait que tu crées de l'appétence. Enfin, il y a une telle appétence qui a plus pour de ça. Et sujet, ouais. ouais, il y a plus de sujet, effectivement. Les gens sont prêts à prendre ce risque. Et justement, dans les discussions avec les VC, avec les fonds, c'est quoi leur notion même du risque sur un business model comme ça? C'est très compliqué parce qu'en fait, on se rend compte quand même dans les discussions qu'ils ont tous une approche du risque et des business qui sont très, très, très différents les uns des autres. Donc, Mhm. quand on approche quelqu'un, c'est un peu comme de la vente. On peut pas approcher avec un discours type. Il faut vraiment comprendre qui on a en face de nous. On a des gens qui peuvent être à un moment donné spécialisés dans le B2C et d'autres pas. Donc déjà, Oui, quand les mecs sont que B2B, ça va généralement, être plus dur. ça passe pas. Mhm. Ensuite, une fois qu'on est B2C, bon là, en plus, on est sur du digital. Donc déjà, digital ou pas digital. On est sur de l'apprentissage. Donc il y en a qui sont plus ou moins spécialisés sur. Donc en fin de compte, on se rend compte que voilà, les discussions peuvent être très très différentes, les sujets de discussion très très différents entre les uns et les autres. On se rend compte aussi qu'on est 3 femmes, qu'on n'a pas le profil, donc on est 3 femmes associées, on n'a pas le Mhm. profil des jeunes HOC de 30 ans qui lèvent, donc ça aussi. On s'est Ouais. quand même vu entendre des choses par ricochet, pas toujours Ouais, mais en sympa. même temps, vous êtes plutôt successful dans vos vies, donc ça doit être plutôt rassurant, ça, non? Oui, oui, mais c'est comme d'habitude, il y en a qui ça va totalement rassurer et d'autres qui ont plus l'habitude, qui n'investissent que dans des HEC de 30 ans parce qu'ils peuvent se le permettre et que Ouais. voilà. Donc ça va vraiment dépendre, en fait. Ça va vraiment dépendre des uns des donc il y a pas de règle. Il y a pas Moi, je dirais que la seule règle qui compte, c'est qui j'ai en face de moi, qu'est-ce qui séduit à ce moment-là et voilà et comment échanger, Ok. avec chacun de ces gens-là, mais de façon très très différente. Je sais pas si tu peux partager ça avec nous, mais produire un cours comme ça, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ah oui, 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 plusieurs dizaines, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Et avec, je pense, toute une équipe, il doit y avoir de la prod, de la post-prod, etc. Oula, C'est ça? ouais, grosse équipe. Il y a au moins 13-15 personnes sur le Ah tournage, oui, des d'accord. grandes salles, ouais. On a trois caméras, Mhm. euh, que des grosses caméras, 4K, etc., mais vraiment très très gros format. On a très belle lumière, hein, puisqu'il nous permet d'avoir quand même c'est assez Ouais, homogène quand on passe d'une classe à l'autre, en fait. ouais. Sauf celle de Douglas Kennedy, qui a quand même une vraie histoire, hein. Ah, ça, si tu me permets de raconter Ah, le mais tournage vas-y. de la classe de Douglas Kennedy, toi qui l'as vu, c'est quand même une Ouais. grande histoire quand même, hein. Vas-y, raconte. Puisque en fait, le tournage de Douglas Kennedy devait se faire pendant la période de confinement. Donc autant dire qu'on risquait pas de la faire. Bon, Ouais. moi, comme je te disais, Douglas Kennedy, j'adore. Je pouvais pas ne pas. Maintenant qu'il avait dit OK, il fallait qu'on fasse la classe. Et donc il nous appelle pendant son confinement. Donc lui était dans le Maine. Oui. D'ailleurs, beaucoup de romans, d'ailleurs, à un moment donné, se passent dans le Maine, hein, quand on lit Douglas Kennedy, mais bon, il y vit, donc ça peut être une explication. Et donc, il me dit, bah voilà, je suis confinée avec Charlotte Bronston, qui, si vous regardez sur Internet, en fait, est une très grande réalisatrice. Ok. Et entre autres, elle tourne, c'est elle qui a tourné, c'est elle qui a réalisé Outlander, pour ceux qui regardent Netflix et qui Oh connaissent. oui. Oui. Ouais. Elle a tourné autre chose, et puis là, elle tournait pour Apple TV à New York en même temps, donc c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée confinée un peu comme ça dans le Maine. Et elle me dit, voilà, je suis avec Charlotte, là, et elle est prête à tourner la masterclass. Donc Génial. là, je raccroche, je dis, Sophie, on fait quoi, là? Parce que d'abord, si Charlotte me demande de la rémunérer, moi, je suis pas Netflix, quoi, je peux pas. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va faire exploser le budget. Donc on fait quoi? Et puis, il me dit, mais je pense pas, à mon avis, elle s'enquiquine, ils s'enquiquinent tous les deux, là. Puis ils avaient aussi, lui, il avait sa fille et son gendre. Donc à mon avis, non, non, ils vont te le faire comme ça, etc. Donc on a loué en effet tout le matériel. Donc ça, on a loué, on a Ouais. fait venir de New York tout le matériel.
Et donc Charlotte et alors le gendre, c'est pas tout à fait son gendre, je pense que c'était le petit ami de sa fille, qui est lui-même dans le cinéma. Enfin voilà, donc la classe a été tournée avec nos réalisateurs à distance dans le Maine. Donc elle est pas tournée d'ailleurs, la luminosité et tout, elle est pas exactement la même. Enfin, faut avoir l'œil, hein. C'est pas tout à fait la même chose que les autres, mais c'est quand même tourné par une grande réalisatrice. Donc ça quand même, c'est une histoire très très drôle. Oui, ça a de la gueule en plus. Oui, Là, c'est sympa. Non, mais c'est sympa. En termes de pitch, c'est génial. Mais oui, c'est excellent. Comme quoi, finalement, ce confinement n'a pas eu que des mauvais côtés. Ça a créé des opportunités aussi. Exactement. Alors, on l'a vu finalement assez dans tout ton parcours. Il y a aussi le réseau, ton réseau a pu parfois accélérer les choses. On parlait de Bruno Van Riem, par exemple. Comment on le construit, comment on le conçoit, comment on l'entretient, comment on l'alimente? Ah ben ça, le réseau, pour moi, c'est une vie entière de travail. C'est aussi, je pense qu'il faut aimer ça. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas uniquement par intérêt personnel, ça n'existe pas. Et puis un réseau, c'est aussi un endroit où vous avez rendu beaucoup de services. C'est-à-dire qu'il faut savoir rendre des services. Vous recevrez toujours beaucoup moins de ce que vous donnez, mais ça, faut le supporter, parce que si vous le supportez pas, il y a un moment donné, vous allez vous enfermer chez vous, vous verrez plus personne. Donc on est toujours dans l'idée de pouvoir rendre un maximum de services. Et donc moi, le réseau, ça a été un vrai leitmotiv à partir du moment où je suis sortie de chez Vivendi, donc quand j'avais une trentaine d'années, parce que quand vous êtes dans un très grand compte avec un très beau job, vous n'avez pas besoin de réseau, hein, vous êtes là, vous avez votre carte de visite, tout va bien. Oui. Et donc j'ai commencé à travailler ce réseau quand j'avais une trentaine d'années. Et voilà. Et après, je suis peut-être la nana qui a le plus de copines sur Terre, quoi. Mais c'est des vraies copines en plus. J'ai plein de copines. Donc je trouve ça génial. Je peux appeler plein de gens. Il y a plein de gens qui peuvent m'appeler. On se voit très régulièrement, les unes, les autres, parfois séparément, d'autres se connaissent pas. Enfin voilà, je trouve ça vachement sympa. En fait, je trouve ça très très sympa. Et je trouve que on se construit dans ce réseau-là, dans ces réseaux-là, on se construit. Et puis on s'entraide. Ça veut dire que quand il y a un problème quand quelqu'un me dit, Evelyne, il me faudrait quelqu'un qui fasse ça ou ça, généralement, dans les 2 heures, j'ai trouvé la solution. Oui. Ça, c'est quand même complètement dingue. Donc ça aide, ça permet ça, le réseau aussi. Mais c'est une construction, voilà. C'est vraiment un grand travail de construction. Et après, je rebondirais sur un truc, c'est que donner avant de recevoir. Ah bah de toute manière, c'est la base. Et puis moi, j'aime bien rendre des services, en fait. J'adore rendre des services. D'ailleurs, je suis sur un réseau sur Facebook qui s'appelle DSR. Je suis une des nanas qui donne toujours l'adresse, le truc, le machin. J'ai pas peur de donner quelque chose. Je me dis pas, si je donne mon ostéopathe, il y aura peut-être plus de place pour moi. Non, j'ai une ostéopathe qui est canon, donc je vais la donner à tout le monde. Donc tout le monde va me remercier derrière. Bon voilà. Dès que j'ai quelque chose de bien, je fais partager. Et c'est comme ça, c'est ma nature. En fait, c'est tout simplement ma nature. Et c'est à noter, et je t'en remercierai jamais assez, quand je t'ai proposé via LinkedIn justement de faire ce podcast, je pense que tu es dans celle qui a réagi le plus vite. C'est-à-dire que, allez, en quelques minutes, c'était, allez, go, on s'appelle et on y va, quoi. Alors ça, c'est une autre règle de vie que j'ai, t'as raison de souligner, parce que parfois les gens sont assez surpris, c'est que je réponds tout de suite ou j'ai envie de te dire jamais. C'est-à-dire que je peux pas laisser... C'est vachement rassurant pour moi, en tout cas. Non, mais ça veut dire que si j'ai laissé passer, j'ai tellement de sollicitations, de demandes, que si je laisse passer et je me dis, bah tiens, je répondrai après le week-end, c'est mort. Il y a eu 10 trucs avant, 20 mails. Empilé, C'est mort. Donc ça veut dire que quand on me sollicite pour quelque chose, je peux dire oui, je peux dire non. Hein. Je dis plutôt non que oui d'ailleurs en ce moment, parce que l'emploi du temps quand même plus que chargé. Mais voilà, c'est très très rapide, très très rapide. Et puis moi, ça me tenait à cœur de le faire avec toi, Pierre, puisque tu sais que mon fils adoré est à l'ISC à Paris. Donc, ouais. Voilà. Oui, Théo. Complètement. Non, puis quand je te disais que nos chemins se sont croisés, effectivement, on s'est croisés. Tu as été la mouche du coach quand je participais à la BFM Academy. Enfin voilà, on s'est croisés lors de du lancement du livre Ambition. Donc voilà, à un moment donné, je trouvais intéressant justement de
de se poser et de faire, d'avoir ces réflexions ensemble, qui sont toutes frappées au coin du bon sens, mais voilà. Et puis la logique de réseau me semble là aussi intéressante à partager. Aujourd'hui, tu dirais que tu as eu t'as des professeurs, des mentors qui t'ont marqué? Ah oui, 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 énormément. Enfin, beaucoup de gens, beaucoup de femmes d'ailleurs. Chez Vivendi, j'ai eu Catherine Mamet, que certains peut-être, ceux qui ont mon âge, se souviennent peut-être de Catherine Mamet, qui a été un de mes mentors. Sa sœur, également, qui travaillait avec moi, une directrice commerciale, Brigitte Lédo, qui a été vraiment un très grand moteur pour moi. Après, il y a eu Agnès Bourguignon, qui a été directrice générale, qui a travaillé pour Ducasse, qui a travaillé donc pour une partie du groupe Vivendi, pour Sofitel, qui a une très très belle carrière, qui a été un mentor pour moi. Après, j'ai eu des mentors, c'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat, j'avais gagné avec le prix BFM le mentorat avec Jean-Claude Pertot du CAR, qui a été un type. Le fondateur du CAR, c'est ça? Ouais, exactement. Les locations de voitures. Exactement. Et qui a vraiment joué son rôle de mentor parce qu'il m'a ouvert les yeux sur plein de choses. C'est quelqu'un qui vraiment qui challenge, qui est vraiment brillant et qui a joué également ce rôle-là. Après, j'ai d'autres gens autour de moi qui m'entourent. L'idée de la franchise, excuse-moi, l'idée de la franchise sur Booster Academy, elle vient de lui aussi ou pas? Alors non, j'ai envie de dire presque non. Parce que quand on parlait de franchise ensemble, j'ai dit mais moi je suis pas quelqu'un j'étais pas pour la franchise. À ce moment-là, quand nous on s'est côtoyés, j'étais pas du tout. Il me dit il y a des gens qui aiment la franchise, d'autres pas. Moi j'ai dit moi ça va pas être mon truc la franchise. Et en fait je suis passée à la franchise pour une raison, c'est que je n'arrivais pas à recruter les gens que je voulais pour ouvrir mes centres. Et donc et donc j'ai fini par aller sur la franchise, mais parce que je n'arrivais pas à recruter. Et en fait c'était super parce que j'ai en face de moi une vingtaine d'entrepreneurs avec qui je m'entends vraiment très très bien, vraiment tous mes franchisés, je les salue, c'est vraiment des gens qui ont vraiment les valeurs qu'on veut avoir chez Booster Academy. Donc de dynamisme, d'entrain, d'énergie, d'accompagnement, etc. Et je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix-là. Mais à l'époque, non, ça me semblait évident que j'allais pas aller vers la franchise. Comme quoi, hein, oui, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Oui, ça a exactement. toujours été le mien. Non, puis je pense que dans ces business-là, en tout cas, puis sur ce sujet-là, il te faut des gens qui ont faim. Il te faut des gens qui ont faim. Et l'idée de l'entrepreneur franchisé, enfin voilà, ça donne ce profil-là. Ce sont des gens, alors, qui ont faim. De toute manière, pour faire du business, il faut toujours avoir faim. Voilà, il faut une motivation, des objectifs. Mais il faut aussi beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire qu'on est dans un business où à la fois on accompagne quand même des gens sur des compétences qui sont pas faciles, et sur des choses où les gens doivent bouger. Mais plus les gens doivent bouger, plus il faut être très bienveillant. Donc c'est pas évident d'avoir des gens qui soient à la fois à l'écoute, mais à la fois très dynamiques, à la fois empathiques. Enfin, il y a plein d'éléments un peu contradictoires. Et c'est pour ça qu'on a une très très grosse sélection. Et à la limite, en 3-4 ans, j'ai que 20 franchisés, ce qui est pas énorme. Il y a des réseaux qui se développent beaucoup plus vite parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on peut pas prendre. On peut pas se permettre à un moment donné, quand on signe un grand compte qui va nous envoyer des collaborateurs dans toutes les régions, je peux pas avoir un centre où les collaborateurs me disent non mais là c'est pas du tout, ça va pas quoi, le niveau de ta formation est pas, ça va pas. Donc t'as besoin de qualité, hein. C'est pas j'ouvre un Subway, hein. Voilà exactement. Dans un Subway, si le type il est un peu moins bon que dans l'autre, bon a priori le sandwich ça va pas changer grand chose sur le sandwich. Moi ça risque de changer grand chose dans le sandwich quoi. Complètement. T'as besoin de gens de qualité. Aujourd'hui, Evelyne, qu'est-ce qui te rend fière? Je sais pas, je pourrais pas répondre à cette question-là. Moi, la première fierté que je suis allée rechercher, c'est la fierté de mes parents. Donc, mais moi, fière, non, je suis pas fière de quoi que ce soit en ce qui me concerne. Okay. C'est pas ça que je vais rechercher chez moi. Moi, ce que je vais chercher, je suis un peu comme une gamine de 15 ans. Je cherche à m'amuser, je cherche à faire des trucs qui me plaisent, mais je cherche pas spécialement à être fière de moi-même. J'aime bien cette philosophie. Oui, la vie est l'occasion de s'amuser un petit peu. Et justement, alors,
la meilleure ou la pire des nuits blanches que tu as pu avoir? Alors franchement, j'ai jamais eu une nuit blanche. C'est Et vrai? je pense que, et ça c'est un de mes secrets personnels, c'est que je dors très très bien. Donc tous les Mais matins, je me réveille toute neuve. y a jamais, Non, eu un jour où quelque chose t'a empêché de dormir. non. C'est bien, ça veut dire que tu es bien dans tes baskets. Bah, ça veut dire surtout que j'ai un bon sommeil récupérateur. Mais hyper important. Équilibre, on parlait d'équilibre vie pro, vie perso, mais je pense qu'il y a effectivement l'équilibre autour de la santé aussi et de prendre soin de son corps, c'est quelque chose d'important. Alors Complètement. ça par contre, j'ai un programme à la semaine qui est hyper dense. C'est-à-dire que je fais énormément de sport. Ça se voit pas quand on me voit, hein, parce que j'ai toujours quelques kilos en trop. Mais je fais énormément de sport, beaucoup. Je fais du yoga, je fais de la méditation. Je travaille beaucoup sur ces sujets-là. Ouais, tout à fait. Mais où tu trouves le temps? Alors Parce que, ce ok, temps-là, tu dors. c'est Alors, même on mes a grosses compris que tu pierres. dormais. Ouais. Ouais. Ça, voilà, c'est le matin, le soir, l'après-midi, quand? Ça va dépendre. J'ai tous les lundis, alors sauf en ce moment, j'ai un cours de yoga. Ça fait 20 ans que je fais mon cours de yoga. Il est à 13h. Si jamais à 13h, pour une raison ou une autre, on m'a mis un déjeuner, bon, ça peut m'arriver 3 fois dans l'année, qui est quelque chose de plus important à mettre, c'est pas grave, j'irai à 18h, mais j'ai jamais raté un cours de yoga depuis 20 ans le lundi. Donc, c'est écrit dans ton agenda et tes collaborateurs Et savent que tout le monde là, le sait. c'est pas Tout le monde le possible. sait. Ouais. Ouais. Et après j'ai des cours, de gym, d'aquagym, j'ai des cours le week-end beaucoup. Hein, je fais beaucoup de sport le week-end. Donc oui, il y a des choses qui sont bien ancrées dans l'agenda et qui sont pas qu'on peut pas enlever. Alors, on va arriver à l'issue de ce podcast et je te remercie encore une fois de tout le temps que tu as pu nous consacrer. J'ai imaginé reprendre le questionnaire de pivot qui donnait à la fin d'apostrophe, mais avant ça, est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser ou que je ne t'ai pas posé, un truc que tu avais envie de dire, un apprentissage à partager, je sais pas. Là comme ça, non, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Tu m'as pas demandé, toi qui es dans une école de commerce, quelles étaient les Ouais. études que j'avais faites, parce que tout le monde Ah a oui, c'est vrai. toujours Ouais, l'impression mais que j'ai fait. Alors non, mais c'est un message que je peux faire passer aussi, c'est important, parce qu'il y a peut-être des étudiants aussi qui vont oui, écouter ton j'espère. podcast, j'espère, à l'ISC, qui vont tous le faire. Ouais, j'espère bien. Et en fait, j'ai un bac+2 en sciences éco. Ouais. Et puis, alors j'ai fait une prépa Sciences Po et j'ai un bac+2 que j'ai raté, Sciences Po, et j'ai un bac+2 en sciences éco. Donc, à ce qu'on pouvait faire à l'époque, c'est-à-dire un DUG, ça existait. Oui. Maintenant, on Ouais. n'a pas 3 ans, on n'a rien. Et après, j'en pouvais plus des bancs de l'école. Voilà. Et donc, j'ai dit à mon père, j'ai claqué la porte de chez moi. Je dis, je vais aller faire fortune. Je veux plus aller à l'école. Pour mes parents, il était très très important que je fasse des études. Je dois dire que de ce côté-là, je les ai pas, voilà, je leur ai pas donné ce qu'ils voulaient, mais donc voilà, donc je me suis faite au fur et à mesure. Alors j'ai rattrapé ce que aujourd'hui on apprend dans les écoles de commerce. Je suis toujours sidérée quand je vois ce que mes enfants apprennent, parce que je me dis moi j'ai mis des années à l'apprendre, j'ai pas pu l'apprendre aussi rapidement. Ceci dit, j'ai tout appris quand j'en avais besoin. Donc Ouais. tant que j'en ai pas c'est besoin, un j'arrive pas tellement à me apprentissage. concentrer. Ouais. Ouais, ça fait un apprentissage pérenne parce que justement, tu es dans le besoin de savoir et donc tu vas dévorer aussi. Tu vas Exactement. dévorer des bouquins, aujourd'hui des cours sur YouTube, j'en passe et des meilleurs. Et comme tu as une immédiateté de l'utilisation de ce savoir, finalement ça va s'ancrer très profondément. Et en fait, pourquoi je te posais pas la question, c'est que ce qui est finalement, les études ça reste toujours un point de départ. Et ce qui est intéressant, c'est derrière, c'est le chemin. C'est qu'est-ce que tu vas faire. Tu peux, je connais des diplômés de très grandes écoles qui finalement ont pas fait grand-chose
et puis d'autres avec des parcours plus atypiques, moins académiques, voilà, qui ont réalisé de grandes choses. Je sais plus, c'est Bill Gates qui, lors d'une interview, disait que voilà, le major de promo de sa promo à Harvard, qu'il a quitté d'ailleurs, voilà, aujourd'hui c'est un des meilleurs employés de Microsoft, ouais. Voilà. Donc il y a plein de chemins possibles, et ce qui est intéressant, c'est ce que tu fais de ton chemin, c'est comment tu vis les choses, comment tu le transmets aussi, et comment tu le partages. Et puis, alors, on commence à arriver à des âges justement où ce point de départ finalement est quand même de plus en plus loin, hein. Quand tu te retournes, tu t'aperçois qu'il est quand même de plus en plus loin, et que toutes ces années d'expérience, c'est ça qui fait vraiment la différence. C'est pas tellement le point de départ. Alors, je suis en train de me tirer une balle dans le pied parce que, voilà, quand même, faites des études et allez dans des écoles de commerce, et à l'ISC en particulier, parce que ce sera vachement bien. Mais voilà, mais pense l'intérêt que... de l'ISC, pour moi, c'est pour ça que j'ai voulu que mon fils fasse plutôt celle-là qu'une autre, c'est que l'intérêt de l'ISC, justement, c'est qu'il y a à la fois les études, mais il y a quand même un très très fort polarisation autour des activités des associations. Ouais, complètement. Et ils sont obligés de s'engager dans une association. Et moi, ce que j'ai vu de mon fils, c'est qu'en fin de compte, il apprend 10 fois plus. Et ça a été mon cas d'ailleurs, hein, quand on parle de Radio Shalom, de plein de choses. J'ai fait énormément, beaucoup d'associations dans ma jeunesse. Et en fait, ce que je suis aujourd'hui, je me suis beaucoup plus construit au travers des associations que de mes études. Et ce que vous permettez, vous, là, aujourd'hui, avec les associations à l'ISC, c'est cette construction-là. Et quand je vois, parfois, il est au téléphone à régler des problèmes, et je me dis, waouh, c'est extraordinaire qu'à son âge, il puisse déjà pratiquement manager, récupérer des soucis, parce que parfois, il a des soucis qui sont un peu complexes. Et voilà, et ça, c'est un vrai cadre d'apprentissage aussi. Apprentissage par l'expérience, apprentissage par l'action. C'est une réalité, en effet. Alors, le questionnaire. Evelyne, ton mot préféré? Alors, j'ai 2 mots préférés. C'est Théo et Léa. C'est les noms de mes enfants. Chouchou. Bah ouais. C'est les noms, à chaque fois que je les prononce, voilà, j'adore. Mais alors, on peut le voir de différentes manières. C'est Théo, Léa, à table? Non, jamais. Jamais. Non. C'est pas moi qui fais à manger, c'est pas moi qui dis à table, on mange jamais ensemble. Non, non. C'est que du positif. Ouais. D'accord. Alors, le mot que tu détestes? Non, bon, alors là, je dois pas être la seule, c'est du coup. Ah oui, mais, t'as vu, mais d'ailleurs, ça, c'est un mal. On n'a pas réussi on l'a pas prononcé, nous, hein. Toi mais et je moi, crois que c'est parce que, c'est un mal générationnel, c'est-à-dire que. Mais c'est ignoble, ignoble. L'autre jour, j'ai compté, donc il y avait une soutenance, une élève qui faisait une soutenance d'un mémoire. J'en ai eu 42 en moins de 20 minutes. Non, mais il faut leur dire. Faut pas attendre la fin pour leur dire. Ah, mais là, la soutenance, bon, écoute, elle assume, hein, derrière, mais parce que ça fait quand même 2 ans ou 3 ans que je leur parle de ça. Je commets parfois quelques interventions autour de l'éloquence et de la prise de parole. Donc, si au bout de 2 ans, elle n'a pas compris, c'est que voilà. Non, mais moi, au bureau, par exemple, au bureau, personne ne prononce du coup chez nous. C'est interdit. Ah, mais c'est bien. Mais alors, il y en a qui arrivent avec des du coup de partout, et c'est drôle parce que ça part très très vite en fait. Quand on fait attention, ça peut partir aussi vite que c'est arrivé. Ah ouais, complètement. Mais tu vois, là, je suis vraiment complètement en phase avec toi. Du coup, c'est insupportable. Le son, le bruit que tu aimes? Le silence. D'accord. Je t'en donne un peu. Merci. Le son, le bruit que tu détestes? Alors moi, de toute manière, je ne supporte pas les bruits forts. Quel que soit le bruit, si je suis dans une salle de gym et que la musique est tout ce qui est trop fort, je supporte pas. Donc, je supporte aucun bruit qui doit dépasser un certain niveau de décibels. Ok. Le juron, gros mot, blasphème favori? Ouais, mais alors là, si ma mère, elle écoute le podcast, elle va m'entendre dire une Non, mais alors, madame, c'est ce moment où il faut se boucher les oreilles. Vas-y. Putain de merde.
Bon, ça va, hein, franchement. Ça va? On n'est pas sur du level de fou furieux, là. Ça va. La citation que tu aurais aimé prononcer. Au départ, je pensais que c'était moi qui l'avais créé, puis en fin de compte, je me suis rendu compte que quelqu'un l'avait dit avant moi, mais c'est la chance est un talent. Ah oui. Ouais. Bah tiens, ça me fait penser à une chose. En préparant ça, on parlait de deux podcasts au moins. Il y en a un, c'est celui de Mathieu Stéphanie qui s'appelle Génération Do It Yourself. Que j'adore. Voilà. Et que Booster Academy sponsorise aussi d'ailleurs, non? Tout à fait. Et bientôt Eh, les mais oui. Académies. Eh ben voilà, madame. Comme quoi tout se recoupe. Et Pauline Legnaud avec le gratin. Et je vous recommande un épisode de Mathieu Stéphanie sur la chance. Je crois que c'est avec quelqu'un qui s'appelle Oui, avec Gabinet. Mathieu Gabillet. Gabillet, voilà. Ce qui est juste, enfin voilà, c'est un must listen. Donc oui. Ben merci pour ça parce que ça m'a permis justement de faire cet aparté. Et alors dernière question, si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire? Quelque chose qui tournerait autour de good job. Tu veux faire quoi dans ta prochaine vie? Joli. Parce qu'il y a toujours un après. Et voilà, on va partir là-dessus. Evelyne, encore un très, 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 très sincère et grand merci de tout le temps que tu as bien voulu me consacrer. Il nous reste à dire au revoir à tous ceux qui ont tenu les 1 heure et quelques minutes pour arriver jusque-là. Je te souhaite tous les bonheurs du monde et de toute façon, bah, moi je suis client de The Artist Academy, donc je vais juste continuer, voilà, à apprendre. Merci Pierre pour ta confiance et à bientôt et plein de succès pour ton podcast. C'est génial. Merci beaucoup, Evelyne. Bye bye. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.